Cette vidéo est excellente. Cette vidéo est absolument excellente. Pour le coup, c'est vraiment un avis très bien construit, je trouve. C'est super. Hey, hey people. Alors nous voilà repartis pour une petite vidéo en compagnie d'un invité de marque, le mauvais goût. Aujourd'hui donc, en compagnie du mauvais goût, je vous propose donc une petite histoire fort sympathique. Alors attends, est-ce que j'ai bien mis ma caméra en 1080? Parce qu'évidemment je suis trop pour arriver à avoir un retour de cette merveilleuse caméra sur mon portable, donc j'ai trouvé une solution un peu plus pratique que de me lever pour aller voir sur mon écran. Et oui, je suis bien en 1080. Donc je vous disais, donc aujourd'hui je vous propose une petite histoire fort sympathique, l'histoire donc des lapins zombies d'Australie, ou comment, par méconnaissance des principes de base de l'écologie, donc en l'occurrence celui de la coévolution, des scientifiques ont donc réussi à créer en Australie quelque chose d'absolument merveilleux. Et c'est donc de cette chose-là que nous allons parler aujourd'hui. Alors, petite digression avant de commencer à vous conter donc cette histoire fort alambiquée. Donc, je disais petite digression concernant l'écologie. Alors, je ferai une vidéo consacrée à ce sujet, mais laissez-moi tout de même, dans le cadre de cette petite vidéo, mettre les points sur les i concernant l'écologie. Alors, l'écologie, avant que celle-ci soit complètement corrompue et dénaturée par les dogmatiques et autres manichéens, l'écologie était donc une branche à part entière de la biologie, extrêmement sérieuse, reposant donc sur l'étude des interactions entre les êtres vivants dans une même niche écologique. Donc l'écologie donc est une science reposant donc sur 3 principes de base. Le premier principe de l'écologie étant le gène égoïste. C'est pour ça, il y a encore une fois ceux qui parlent de nature et de je sais pas quoi, de notions d'équilibre et de nature, non. C'est une illusion. Le deuxième principe étant le théorème de la Reine Rouge. Et entre parenthèses, quand tu as compris ce théorème de la Reine Rouge, tu comprends très vite, par exemple, c'est juste une petite parenthèse, que les espèces endémiques sont des espèces qui déjà sont dépassées sur l'échiquier de la Reine Rouge et sont prêts à dégager. À l'échelle des temps géologiques, une espèce qui est endémique, c'est une espèce qui a déjà disparu à l'échelle des temps géologiques. On fait un flanc parce que des milliers d'espèces disparaissent chaque année, oui, mettez votre nez pour regarder ce qui disparaît chaque année, et tu t'apercevras très vite que c'est des trucs systématiquement qui sont endémiques. En plus, souvent, qui reposent sur des relations avec d'autres espèces, elles aussi endémiques, dans des relations de mutualisme ou de parasitisme ou de ce que tu veux, mais c'est des machins, encore une fois, qui, de toute façon, sont voués à disparaître. Et d'ailleurs, ça me fait bien rire. Pour toutes les personnes se préoccupant de la disparition des espèces, au lieu de vous préoccuper et faire de l'anthropomorphisme sur des espèces mignonnes ou un peu stylées, ou genre les éléphants ou je sais pas quoi, ou les tigres, si vous étiez un peu intelligent, si vous aviez compris, et vous étiez dans un esprit de logique, c'est pas sur ce genre de trucs que vous vous attarderiez. C'est sur les trucs, surtout l'écosystème responsable de créer la terre arable. C'est-à-dire les champignons, les bactéries nitrifiantes, les nématodes, ce genre de trucs. Parce que par exemple, si un jour on perdait les bactéries nitrifiantes, là, on serait dans la merde. Mais les tigres, les éléphants, les tigres, les girafes, ça, si un jour, si ça disparaissait... Donc je disais, le deuxième point étant le théorème de la Reine Rouge, et encore une fois, quand t'as compris, tu comprends pourquoi une espèce endémique est vouée à disparaître, et que tu ne cherches pas bêtement à vouloir sauver des espèces endémiques, ça n'a pas de sens. Elles ont déjà disparu. Elles sont déjà mortes. Enfin bref, je développerai quand je ferai ma vidéo sur l'écologie. Et le troisième point étant donc la coévolution. Donc coévolution, qui est donc due à des pressions sélectives dues aux interactions dans une même niche écologique des êtres vivants l'occupant. Que cela soit via des relations de parasitisme, de prédation, de commensalisme, de mutualisme ou de symbiose. Donc après, pour des raisons évidentes, puisqu'on parle de coévolution, je n'ai pas parlé de neutralisme. Oui, logiquement, quand tu as 2 espèces dans une même niche écologique qui ont des relations de neutralisme, il n'y aura pas de coévolution.
Enfin bref. Donc voilà, donc pour rester sur cette petite digression avant de commencer, il n'y a pas de notion d'équilibre dans l'écologie. Hein. Il n'y a pas non plus de jugement de valeur quand une niche écologique est modifiée, hein, via notamment un être vivant. Par exemple, je te donne un exemple. Il arrive parfois que sur l'échiquier de la Reine Rouge, tout le monde court à peu près à la même vitesse, mais de temps en temps, t'as une espèce comme ça qui arrive, coucou, et qui elle court plus vite que les autres. Et cette espèce qui court plus vite que les autres va, entre guillemets, casser et redéfinir un nouvel échiquier. Je te donne un exemple. Un moment, donc il y a des cyanobactéries qui sont arrivées, et cyanobactéries possédant donc un nouveau métabolisme révolutionnaire, ce métabolisme étant la photosynthèse oxygénique. Hein? Métabolisme extraordinaire. Donc forcément, ça donnait un avantage énorme aux cyanobactéries qui sont mises à sprinter sur l'échiquier de la Reine Rouge qui était la Terre à cette époque-là, hein, en envahissant toutes les niches écologiques, et seulement les cyanobactéries, hein, les ancêtres de tous les chloroplastes dans les cellules de la lignée verte, ces cyanobactéries capables de pratiquer la photosynthèse oxygénique se sont mises à libérer en masse dans l'atmosphère un gaz extrêmement toxique et réagissant avec tout, qui est le dioxygène. Bah, donc forcément, tout l'écosystème de l'ensemble de la planète, qui était un écosystème composé principalement de trucs strictement anaérobies, bah 99% en termes d'espèces de tout ce qui vivait, hein, durant la période qu'on appelle la grande oxydation, sont morts. Et tu n'as pas à dire, c'est pas bien que les cyanobactéries aient tout envahi et tué 99% de tout ce qui vivait, non. Tu ne poses pas de jugement de valeur, ça arrive. Ça arrive de temps en temps qu'une espèce, hein, soit par un avantage parce qu'ils ont un nouveau métabolisme ou pour l'humain un cerveau extrêmement développé avec des mains lui permettant de faire passer dans le monde réel son monde introspectif, c'est un peu du même ordre, tu vois. L'humain, comme les cyanobactéries, va certainement redéfinir un nouvel échiquier. Et on va aussi certainement provoquer une extinction de masse. Et si vous considérez que l'humain et son action sur l'environnement est quelque chose d'anormal, bah vous ne comprenez rien. Enfin bref, je disais, il n'y a pas de notion d'équilibre, il n'y a pas de jugement de valeur, quand quelque chose comme ça arrive. Et c'est déjà arrivé, donc encore une fois, avec les cyanobactéries. Par exemple, tu vois, donc ça a tué 99% de tout ce qui vivait sur la planète. On est passé d'une atmosphère réductrice à une atmosphère oxydante, gavée donc de ce déchet de la photosynthèse qui est le dioxygène, mais tu vois, ça a tué 99% de tout ce qui vivait, mais dans les 1%, tout ce qui a survécu, à ce déchet qui déstabilise les membranes et les protéines, qui va se foutre dans des voies cellulaires, foutant un bordel monstre. Enfin bref, c'est vraiment de la grosse masse, le dioxygène, d'un point de vue pour le vivant. Surtout à cette époque. Mais tu vois, dans les quelques trucs capables de résister à des conditions oxydantes, avec du dioxygène en très grande quantité dans l'atmosphère, et bah, il y a un machin qui est apparu, les trucs où on pense, et on est quasiment certain que c'est ça qui est à l'origine de nos mitochondries, bah il y a un machin qui est arrivé, et avec ce dioxygène, qui a créé une nouvelle voie métabolique. C'est la respiration oxygénique. La respiration oxygénique a ça de particulier, c'est que le rendement pour renouveler l'ATP est énorme. C'est extraordinaire. Par exemple, tu prends la fermentation, pour une molécule de glucose, tu renouvelles 2 molécules d'ATP. Avec la respiration oxygénique, pour un glucose, tu renouvelles 36 molécules d'ATP, c'est monstrueux. Donc tu n'as pas à mettre de jugement de valeur parce qu'à un moment, une espèce a complètement envahi et redéfini carrément tout l'écosystème, en tuant 99% de tout ce qui vivait à cette époque. C'est comme l'histoire, tu ne juges pas l'histoire, tu essayes de comprendre et de regarder ce qui s'est passé. Bah avec l'écologie, c'est pareil. Il n'y a pas de bien, de pas bien. Tu vois, tu regardes, tu essayes de comprendre, tu essaies de comprendre. Il n'y a pas de notion d'équilibre. Un écosystème, il n'y a pas de notion d'équilibre. C'est le gène égoïste, tout le monde court sur l'échiquier le plus vite possible. Mais comme tout le monde court à peu près à la même vitesse et que c'est extrêmement rare que quelque chose arrive à courir bien plus vite que tout le monde, t'as l'impression qu'il y a un équilibre. Non, mais non. On va dire, c'est aussi parce que, humainement, un humain ne vit pas très longtemps. C'est quoi, c'est la vie c'est 80 ans. Un humain est bien trop éphémère pour s'apercevoir du mouvement. C'est comme regarder un glacier, tu dis, bah c'est complètement immobile, c'est fixe. Et puis en fait, non. Un glacier, ça bouge, et ça bouge extrêmement vite.
Et ben, un écosystème, c'est pareil. Il n'y a pas d'équilibre. Ça bouge en permanence et extrêmement vite. Bien plus vite que ce qu'on pourrait penser. Mais je développerai, là, j'ai balancé quelques trucs comme ça. Mais je ferai une vidéo allouée spécialement à ce sujet, pour expliquer ce que c'est que l'écologie, pour essayer de purifier à mon niveau cette science complètement corrompue par le dogmatisme puant, et un manichéisme dégueulasse, doublé d'un narcissisme monstrueux. Ne pas considérer l'humain et ses créations comme faisant partie de la nature, c'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Tu ne comprends pas ce qu'est le vivant. Le vivant, c'est un bordel monstrueux. C'est un truc qui subit régulièrement des phases de complexification, et chaque phase de complexification accouche d'un machin qui redéfinit ce qu'est le vivant. C'est comme l'apparition des cellules eucaryotes. Ce truc-là, c'est n'importe quoi. C'est une chimère composée de... C'est un machin qui a esclavagisé des bactéries pour se servir de leur machinerie enzymatique. C'est n'importe quoi. Pareil pour l'apparition des trucs multicellulaires, pour l'apparition du système nerveux. Et bah, l'humain, c'est pareil. Tu vois, c'est encore une phase de complexification. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un surhomme, en fait. Enfin bref, je parlerai de ça. J'ai pas envie de balancer à la va-vite mes arguments sur le sujet dans une vidéo qui, de toute façon, n'est pas centrée exactement sur ce point-là. Mais il fallait que j'en parle parce qu'on parle ici d'écologie, donc il faut forcément que je redéfinisse. Donc encore une fois, je répète pour résumer, les 3 piliers de l'écologie étant le gène égoïste en 1, le théorème de la Reine Rouge en 2, et la coévolution en 3. Voilà. Ça, c'est l'écologie. Le sauver la planète, je sais pas ce que c'est. Sauver la planète, je sais pas ce que c'est pas de l'écologie. Sauver la planète, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Voilà. C'est quand des esprits simplets se penchent sur le vivant et sur l'écologie, surtout qui encore une fois est une branche de la biologie, en ramenant leur dogmatisme et leur manichéisme. Voilà, c'est ça, sauver la planète, tu vois. Encore une fois, c'est des gens un peu simplets, voire asperges, qui ont regardé Nausicaa de la vallée du vent et qui ont cru, tu vois, qui ont cru dur comme fer que c'était une réalité scientifique. Que si nous continuons à polluer, ce qui ne veut rien dire quand un organisme vit, il va créer quelque chose qui peut être considéré comme un déchet, comme le dioxygène, encore une fois. C'est un déchet de la photosynthèse qui, en son temps, quand c'est apparu, a tué 99% de tout ce qui vivait sur cette planète, en transformant en plus, encore une fois, une atmosphère réductrice en atmosphère oxydante. Mais encore une fois, je développerai de façon bien plus carrée, mais encore une fois, l'écologie, sauver la planète, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Et en gros, voilà, il faut arrêter de polluer, sinon les eaux mous vont venir détruire l'humanité, voire même la planète. Je ne sais pas. C'est bizarre. Mother of God. Ça aussi, c'est encore extrêmement drôle, mais je le développerai dans ma vidéo sur l'écologie. C'est pas des écologistes, je vais appeler ça des environnementalistes. Ces gens n'ont rien à voir avec l'écologie. Ces gens sont des dogmatiques et des manichéens. Ces gens sont des religieux. Sont une vision complètement idéologisée du vivant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne considèrent pas les humains et ses créations dans ce qu'on pourrait appeler la nature. Mais de toute façon, pareil, la nature, ce n'est pas un concept. Derrière ce mot, c'est une idéologie. Ce mot ne veut rien dire. Mais ça aussi, je développerai dans une autre vidéo. Ces gens, je disais, ces environnementalistes sont des utiles absolus, parce que, en parlant de problèmes de santé publique, par exemple, les microparticules et le NOx que produisent les diesels, ça, c'est pas un problème écologique. Ça, c'est un problème de santé publique. Pareil pour les pesticides perturbateurs endocriniens, ce genre de trucs, c'est pareil. C'est pas un problème écologique, c'est un problème de santé publique. On a plein d'énormes problèmes de ce genre-là, qui, au lieu d'être traités comme des problèmes de santé publique, sont traités comme des problèmes écologiques. Et c'est pas le même degré d'importance. D'ailleurs, depuis l'avènement de l'écologie, et maintenant qu'on voit des ministères de l'écologie dans tous les gouvernements, je te laisse faire le calcul. Depuis quand est-ce qu'on a vu un scandale sanitaire énorme exploser, style amiante ? Bah tu n'en vois plus, parce que ça ne peut plus être des scandales sanitaires et il ne peut plus y avoir une réponse à ce genre de problème, puisque à chaque fois qu'un problème de cet ordre est découvert, ça passe comme étant un problème d'ordre écologique. Bah du coup, ouais. Donc du coup, c'est pas si important que ça, tu vois. Ça permet de complètement d'hypotrophier le problème, alors que c'est des problèmes extrêmement graves. Enfin bref, de toute façon, encore une fois, je ferai une vidéo sur
consacrée à l'écologie, ça sera en 3 parties. Une, pour vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas des écologistes. Deuxièmement, pour essayer de vous donner des bases, pour vous expliquer ce qu'est le vivant. Et troisièmement, troisième point, un peu plus philosophique, je vais développer pourquoi, de mon point de vue, de toute façon, cette idée de nature n'est pas basée sur un concept concret, mais sur une idéologie. Et ce qui est à la racine de cette idéologie, c'est un problème d'ordre sémantique. Donc on va étudier ça. Mais on va dire que cette vidéo aussi, parce que là c'est pas noté dans mon pseudo-script, j'éructe sur des trucs qui me viennent, donc ça me permettra après d'organiser tous mes arguments, donc considérer cette petite digression comme un brouillon. D'ailleurs j'ai une idée qui me vient là. Donc voilà, j'espère maintenant que vous avez, mais encore une fois je ferai une vidéo beaucoup plus concrète sur le sujet, mais j'espère déjà maintenant que vous savez en quoi consiste maintenant à peu près l'écologie. Et encore une fois que sauver la planète, pour me répéter, c'est pas de l'écologie, c'est Nausicaa de la vallée du vent. C'est les Omus, c'est la taïga là, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est pas de l'écologie, c'est autre chose. C'est du dogme, c'est du manichéisme, c'est la nature contre l'humain et ses créations. Comme si l'humain et ses créations n'étaient pas contenus dans l'histoire bordélique du vivant, parce qu'on est exceptionnel. C'est de l'orgueil mal placé, c'est du narcissisme pur. L'humain est tellement exceptionnel que on s'est émancipé quelque part de la nature, et pour sauver la nature, il faudrait qu'on se sacrifie. Va étudier ce qu'est le vivant, va prendre des cours de biologie, va à la fac, et arrête de bouffer du quinoa. Espèce de... Vous avez pourri l'écologie. L'écologie, c'était une science extrêmement sérieuse. C'est devenu une espèce de ramassis de... Enfin bref, ça m'énerve à un point, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'énerve. C'est quand je vois ce genre de phénomène, de dogmatisme puant, se répandant, que ce soit dans les sciences ou dans la politique, ou que je me dis... Casser, notamment dans le monde occidental, les grandes religions, enfin la grande religion monothéiste, qui servait littéralement d'égout et de station d'épuration pour ce genre d'individus. Du coup, c'était... Voilà. Je me dis que, pourtant, je suis très très anti-religion, enfin, quand j'étais plus petit, maintenant je commence à comprendre que finalement, le problème, c'est pas les religions, en fait, c'est l'humain. Et le dogmatisme et le manichéisme des abricots. Voilà. Et que en fait, ces grandes institutions religieuses, en fait, servaient finalement, mais ça aussi je développerai dans une autre vidéo, mais finalement que ces institutions servaient d'égout et de station d'épuration à dogmatisme. Alors forcément, quand t'arrives, tu mets le nez dedans, tu fais, c'est dégueulasse, c'est une horreur, ça pue, tu vois, cette espèce de truc rempli de dogmatisme à en dégueuler. Donc tu peux te dire que finalement, que ces égouts et ces stations d'épuration sont la source de ce dogmatisme, mais en fait non. C'était ce qu'il canalisait. C'était ce qui canalisait le dogmatisme. Et donc, on a tout cassé. Alors c'est bien, il y a plus de grosses stations d'épuration et d'égouts, mais maintenant on patauge dans le dogmatisme, il y en a partout. On le retrouve partout, encore une fois, dans les sciences, dans la politique. Là, on ne devrait pas le retrouver. Mais je ferai une vidéo sur le sujet aussi, mais ça a été je suis en train de... Plus j'y pense, et plus... je me dis que c'était une très mauvaise idée. Alors, au début, j'étais plutôt convaincu, mais plus je me dis que c'était une idée calamiteuse, donc de détruire les grandes religions, la grande religion monothéiste de l'Occident. Une erreur terrible, terrible. On est passé de beaux égouts et de belles stations d'épuration au même système qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on balance le dogmatisme dans les rues, on patauge dedans, on peut même parfois se prendre un saut de dogmatisme sur la tête. Ça aussi, c'est une question d'habitude. C'est que quand t'es entouré de quelque chose en permanence, en plus, ça a tendance à disparaître. T'as tendance à plus le voir quand t'es entouré par quelque chose. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'encore une fois, quand t'as des égouts et des stations d'épuration qui en sont remplis, là, ça te saute à la gueule, donc t'arrives à le repérer facilement. Quand t'en es entouré, que tu patauges dedans, partout dans toutes les institutions, tu vois que dans toutes les institutions, il y en a énormément, au point, encore une fois, de dénaturer des pans entiers de la science. Et encore une fois, je développerai sur le sujet.
Donc revenons à ce pourquoi vous avez cliqué finalement. Excusez-moi, je ne pensais pas que la digression serait aussi pourvue, aussi velue. Des choses qui arrivent extrêmement... Voilà. Donc, revenons à notre histoire de coévolution. Et laissez-moi donc vous conter l'histoire donc des lapins zombies d'Australie après avoir défini très rapidement ce qu'était l'écologie. Alors laissez-moi juste regarder où en est ma carte SD. Ouais, ça va, je vais avoir le temps de finir. Donc, alors, petit rappel, l'Australie est on peut même appeler ça limite un continent assez particulier, puisqu'il a été coupé du reste du monde pendant extrêmement longtemps, ce qui fait que tout un écosystème extrêmement particulier s'y est développé, et écosystème qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on peut trouver sur les autres continents. Les marsupiaux, etc., c'est un bordel. L'Australie, d'un point de vue biologique, est bordélique. Voilà, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Donc... Parce que voilà, vous allez dire, oui, mais normalement, il n'y a pas de lapin en Australie. C'est les marsupiaux. Et là, et lapins, c'est... Voilà. Donc, les lapins furent importés donc, par erreur sur le continent australien, donc en 1859, par un monumental poireau nommé Thomas Austin. Tout simplement parce que, visiblement, celui-ci avait donc la nostalgie de son pays. Et donc, quand tu as la nostalgie de ton pays, bah pour te rappeler finalement ton pays, tu emportes des lapins. Pourquoi pas? Voilà. Tu n'emportes pas une plante ou des tableaux, tu emportes des lapins. Donc là, en l'occurrence, il a emporté 12 couples de lapins pour coloniser donc son jardin australien. Puisqu'il avait visiblement le mal du pays, donc il a ramené des lapins, ce qui est absolument naturel quand tu as le mal du pays. Il y a un truc bizarre avec Thomas Austin. C'est comme ça que j'ai su que j'étais au fond de moi un lapin. Alors donc, à la suite de cet ajout donc, de ces 12 couples de lapins dans le jardin de Thomas Austin en Australie, finalement, 50 ans plus tard, ces 24 lapins, je comprends pas pourquoi il avait pas vu la chose venir, peut-être que Thomas Austin, donc déjà, c'est sûr, il avait zéro base en écologie, de une, et de deux, Thomas Austin ne connaît pas non plus le principe d'une exponentielle. Ça, c'est quelque chose, évidemment, que Thomas Austin n'a pas compris. Et donc, 50 ans plus tard, les 24 lapins gambadant gentiment dans le jardin de Thomas Austin n'étaient plus donc 24, mais 600 millions. Forcément, ils n'ont pas de prédateurs, il n'y a aucune pression sélective pour les lapins en Australie, donc... Quand t'es un lapin et que tu vis dans un endroit où il y a de la bouffe à volonté, sans aucune pression de sélection, tu fais ce que tout bon lapin fait, c'est-à-dire un maximum. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils ont envahi complètement leur nouveau milieu comme une traînée de poudre, ce qui est normal. Alors maintenant, je fais une petite étape donc pour vous expliquer ce qui se passe quand on introduit donc une espèce dans une nouvelle niche écologique où elle n'était pas présente et que cette espèce a zéro pression de sélection. Donc dans un premier temps, forcément la population de l'espèce va augmenter de façon exponentielle, elle va tout envahir, ce qui est normal. Mais assez rapidement, on va voir qu'elle va atteindre un plafond. Ce plafond, c'est ce que la niche écologique peut lui fournir en termes de ressources et de nourriture. Donc là, forcément, premier truc qui va limiter sa propagation dans la nouvelle niche écologique. Donc bien sûr, elle aura pris souvent la place d'autres espèces endémiques qui étaient donc un peu fragiles. Mais encore une fois, c'est pas grave, c'est des espèces de toute façon qui étaient vouées à disparaître. C'est comme cette espèce de perroquet là des îles je sais plus quoi. C'est vrai que c'était très sympathique. Mais ça ne sert à rien. Ce machin, à l'échelle des temps géologiques, a déjà disparu. Tu ne le sais pas encore, c'est tout. Donc, je disais, première étape, augmentation exponentielle donc, de l'espèce qui envahit donc, son nouveau milieu, mais qui va aussi provoquer donc, la disparition des espèces endémiques un peu fragiles de ce milieu, ce qui n'est pas forcément très très grave. Deuxième étape, donc stabilisation de la population. Et troisième étape, on observe à un moment un déclin rapide, voire extrêmement rapide, tout d'un coup de cette population, parce qu'en fait, il s'est passé un truc, c'est que quand une espèce, qu'elle soit animale ou végétale, envahit une nouvelle niche écologique et que cette espèce n'a tout simplement aucune pression de sélection, cette espèce va transmettre ses gènes pourris à sa descendance. Que ce soit au niveau de l'immunité, au niveau physique, au niveau de l'intelligence, au niveau de ce que tu... de toute façon, il n'y avait aucune pression sélective, donc
même les plus nuls, que ça soit dans un domaine ou un autre, ont transmis donc leurs gènes bien pourris, qui sont donc aussi propagés comme une traînée de poudre dans cette population gigantesque. Et donc, il finit forcément par y avoir un virus ou un truc qui arrive à enfoncer la porte de ce nouveau réservoir biologique, qui est donc cette espèce envahissant tout, même au niveau des prédateurs un peu petits qui... Enfin bref, de toute façon, c'est ce que je dis est vérifiable, hein. Quand une espèce n'a finalement plus aucune pression sélective, c'est très mauvais pour l'espèce. On peut le vérifier tous les jours. C'est pas bon de ne pas avoir de pression sélective. D'ailleurs, on a pu observer ce phénomène en direct avec une plante pareille, je crois qu'il venait du Canada, si je dis pas de bêtises, qui a envahi nos lacs. Et c'est pareil, elle a envahi complètement le milieu, aucune pression sélective. Elle a transmis ses gènes pourris à sa descendance. Et finalement, par l'accumulation de cet arbre génétique, là, elle est en train de régresser parce que elle s'est complètement dégénérée d'un point de vue génétique. Donc, conclusion, hein, quand t'as une espèce comme ça qui envahit comme une traînée de poudre une nouvelle niche écologique parce qu'elle y a été introduite d'une façon ou d'une autre, finalement, le seul truc qu'il y a à faire, c'est attendre. Attendre, qui est donc cette... Il faut juste attendre. Hein, attendre finalement que l'espèce trouve sa place dans la niche qu'elle a envahie. Mais, visiblement, le gouvernement australien n'était pas de cet avis, et en 1950, décision fut prise d'introduire sur le continent australien une souche extrêmement virulente de la myxomatose. Hein, donc, myxomatose qui est un virus particulièrement mortel pour les lapins, qui en plus de les tuer quasiment assurément, prend la peine donc, en les tuant, de les affubler d'horribles déformations, des nodules purulents et autres tumeurs monstrueuses qui en plus se localisent souvent sur le visage et les parties génitales du lapin atteint par la myxomatose. Transformons donc ces lapins atteints de la myxomatose en véritables zombies, fiévreux et maladifs, complètement tuméfiés, affreux. C'est horrible, ça ne ressemble à rien. Et donc, pour compléter l'image, ceux-ci sont donc bien entendu également rendus aveugles par le virus de la myxomatose, car en effet, celui-ci aimant tout particulièrement les tissus conjonctifs... J'adore ça, moi, les tissus conjonctifs. Rendant donc... tissus conjonctifs, j'adore ça. Nos lapins dégueulasses, remplis de nodules et de tumeurs, affublés d'yeux laiteux, au conjonctif boursouflé et sanguinolent. Merveilleux. Petit détail participant donc à la vision d'horreur de ces lapins littéralement morts-vivants, complètement consommés donc par le pox viridé, qui est le virus de la myxomatose. Voilà. Seulement, visiblement, donc les autorités australiennes et les scientifiques qui ont conseillé donc ces autorités australiennes donc pour essayer d'éradiquer le lapin de l'Australie, parce que forcément, ça bouffe tout. Pour les paysans, c'est pas terrible. Donc, visiblement, encore une fois, donc ces scientifiques n'étaient pas au courant de ce qu'impliquait donc le phénomène de coévolution, puisque naturellement, donc, la souche donc de la myxomatose extrêmement virulente a été introduite en Australie, donc dans un premier temps, effectivement, les lapins se sont mis à mourir extrêmement vite, mais le phénomène de coévolution entre le lapin et la souche extrêmement virulente de myxomatose, parce qu'effectivement, si ta souche de myxomatose, elle tue extrêmement rapidement, plus elle est virulente, plus elle va tuer rapidement ton lapin. Mais donc, ton lapin qui va mourir extrêmement vite, il n'aura pas le temps de transmettre cette souche extrêmement virulente à ses congénères. Donc déjà, du côté du virus de la myxomatose, les souches les plus virulentes, parce qu'il y a une dérive génétique extrêmement importante au niveau des virus, surtout que le poxyviridé est un virus à ADN, et les virus à ADN sont souvent ceux qui ont la dérive génétique la plus importante, donc c'est pas une souche, il y a plein de souches. Une fois que tu l'as importé, ça continue d'évoluer, donc il y a plein de nouvelles souches qui apparaissent toutes seules, enfin bref. Donc les souches les plus virulentes du virus de la myxomatose, ont disparu, puisque tout simplement elles ont tué leurs hôtes trop rapidement. Putain les gamins, mais comment on va faire ? Et pareil du côté du lapin, forcément les lapins étant les plus faiblards au niveau de l'immunité, c'est pareil, ils n'ont pas eu le temps de se reproduire, donc ils ont eux aussi de leur côté disparu. Donc ce qui fait que au bout d'un certain temps, on a donc
pareil, donc ce que je disais, phénomène de coévolution donc entre la myxomatose et le lapin australien. On a donc, à la fin, sur le peu de lapins qui restait, on a donc d'un côté un virus de la myxomatose où les souches les moins virulentes ont été petit à petit sélectionnées, parce que c'est celles qui finalement qui se répandaient le mieux, parce que plus le lapin vit longtemps, plus il peut transmettre finalement le virus. Donc encore une fois, donc les souches les plus virulentes ont disparu extrêmement rapidement avec les lapins qu'elles tuaient instantanément. Et de l'autre côté, on a donc les lapins pareil, avec une immunité complètement pourrie. Ceux-là sont morts extrêmement vite. Et n'est resté que les plus résistants. Donc d'un côté, on a une souche de la myxomatose extrêmement atténuée, et de l'autre, des lapins bien plus... des lapins extrêmement résistants, qui chopent toujours la myxomatose, mais ils arrivent à vivre assez longtemps pour pouvoir se reproduire avant de mourir. Bah donc il s'est passé ce qui s'est passé. Dans un premier temps, donc la population de lapins a été éradiquée quasiment, mais phénomène de coévolution entre la myxomatose et les lapins, on s'est retrouvé avec quelques lapins restants, capables de vivre en étant affublés de la myxomatose, et qui ont commencé donc, encore une fois, donc à se reproduire, ce qui fait que la population de lapins en Australie a explosé encore une fois, mais, petite différence, on s'est donc retrouvé avec une invasion de lapins, mais lapins atteints donc de la myxomatose. Hein, donc une souche assez faiblarde de la myxomatose, réduisant juste la durée de vie du lapin, et encore une fois de l'autre côté des lapins extrêmement résistants arrivant à vivre à peu près en étant atteints de la myxomatose. Donc ce qui fait qu'encore une fois, bah, on s'est retrouvé avec une nouvelle invasion de lapins, sauf que ces lapins, eh ben... au lieu d'être des lapins tout mignons, c'est des lapins dégueulasses, complètement déformés de nodules et de tumeurs, hein, qui aujourd'hui gambadent gentiment donc dans les plaines du continent australien. Voilà. T'as toujours autant de lapins, sauf qu'ils sont dégueulasses maintenant. Comme je disais, ça ressemble à des morts-vivants. Tu vois les lapins dans les maltaires, bah en Australie, c'est pareil. Et donc, ils posent toujours autant de problèmes. Et c'est même d'autant plus problématique parce que du coup maintenant il y a une pression sélective. C'est nous qui avons artificiellement donc provoqué une pression sélective chez ces lapins, ce qui fait que tous les lapins qui avaient une immunité pourrie et qui transmettaient leur gène pourri au pool génétique suivant, eh ben ils ont été éliminés, ce qui fait que les lapins qui restent sont beaucoup plus solides, du moins du point de vue de leur immunité. Enfin bref. D'ailleurs, petite parenthèse, le gouvernement australien a aussi eu la bonne idée donc d'introduire des renards. Hein, pour essayer d'introduire un prédateur pour contrôler la population de lapins, mais visiblement, le renard préfère les marsupiaux. D'une, parce que c'est plus simple à attraper, apparemment, et puis apparemment, ça doit avoir un meilleur goût, je sais pas, c'est... Donc, en gros, ils ont introduit des renards, sauf que ces renards, ils touchent pas aux lapins, puis à mon avis, ils vont encore moins y toucher avec leur sale gueule. Hein, et déglinguent tous les marsupiaux, enfin bref... Ouais, je ne sais pas ce que les biologistes australiens ont fait comme étude, mais il manque, là pour le coup, il manque, hein, visiblement, il leur manque un chapitre sur l'écologie, visiblement. Et donc, l'histoire n'est pas finie, parce qu'aujourd'hui, donc, nous avons l'Australie qui est toujours envahie de lapins zombies, de lapins immondes, de lapins couverts de tumeurs et de nodules, c'est immonde. Mais visiblement, je crois que c'était en 2017, c'est en 2017, donc je pense que ça a dû être appliqué, il faudra que je vérifie, mais je me souviens, j'avais lu ça en 2017. Le gouvernement australien a donc décidé... Du coup, je sais pas, apparemment, les lapins n'avaient pas encore une gueule assez dégueulasse, et ben là, ils ont décidé d'introduire un nouveau virus, celui de la maladie hémorragique du lapin. C'est pour aider. Il me semble qu'il faudrait que je retrouve le nom du virus, je vais le mettre ici. Hein, donc, visiblement, encore une fois, bah, ils ont toujours pas compris le principe de coévolution, donc effectivement, ça va mettre une claque monumentale à la population de lapins momentanément. Mais tu vas avoir exactement comme avec la myxomatose, exactement le même phénomène. Et donc, non seulement on aura des lapins couverts de nodules et de tumeurs, avec leurs yeux boursouflés et rougeâtres, mais en plus, dorénavant, hein, dans très peu de temps, ils vont en plus dégueuler du sang par tous les orifices. C'est génial. Encore une fois, le gouvernement australien et les scientifiques responsables de l'éradication des lapins ont donc réussi à créer, hein, grâce à la coévolution,
des lapins zombies. Mais j'ai pas fait exprès de le créer. Et puis en plus, je suppose qu'ils ont jamais 203, donc je pense que dans 50 ans, ils vont retrouver un autre virus, provoquant des déformités monstrueuses sur leur lapin. Donc voilà. Histoire fabuleuse, donc des lapins zombies d'Australie. Parce que, visiblement, les scientifiques n'ont jamais entendu parler de la coévolution. Donc là, en l'occurrence, sur des relations de parasitisme. J'aurais pu donner un autre exemple, mais cet exemple me plaisait. J'aimais beaucoup cet exemple. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui m'aura permis, donc, sous vos yeux ébahis, de poser, donc, par brouillon, le script d'une prochaine vidéo. Enfin, après, le problème, c'est que des scripts de vidéos, j'en ai des dizaines. Mais bon, il rejoindra la pile, donc, vidéo sur l'écologie. Ce qu'est réellement l'écologie. Voilà. Après, pour revenir sur nos lapins, j'ai pensé à un truc. Parce que finalement, ce phénomène, on pourrait l'appliquer à toute la faune australienne. Que ce soit pour les arbres avec des phytopathologies, style des champignons leur provoquant des déformations monstrueuses, en plus de leur donner une sale gueule. En y pensant, avec un peu d'effort, j'y pense, mais il y aurait peut-être moyen de transformer l'Australie en Maltaire.